9h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne parlementaire. Nous sommes en direct pour vivre dans quelques instants ce dernier meeting de l'entre-deux tours des élections législatives. Meeting qui associe, comme la semaine dernière d'ailleurs, Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Vous allez pouvoir le découvrir et le suivre évidemment sur notre antenne. On va bien sûr décortiquer ce meeting. On va parler ce soir évidemment d'une actualité qui écrase en quelque sorte cette élection législative de deuxième tour. C'est ce tweet de la première dame de France, Valérie Trierweiler, un tweet évidemment qui sème le trouble au Parti Socialiste et qui embarrasse son compagnon qui est le président de la République et qui s'appelle François Hollande. Vous découvrez ce tweet, on va bien sûr en parler ce soir parce que ça sème le trouble et j'imagine que dans quelques instants Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault vont recadrer, vont pour le moins tenter d'en parler avec moi. Trois invités, des habitués de l'émission, Judith Vintraube pour Le Figaro, bonsoir, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Denis Jambard, bonsoir, journaliste, écrivain, éditorialiste sur notre chaîne. Je suis ravi de vous accueillir. Et puis enfin avec nous Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint IFOP. Il y a ce sondage qui est sorti un peu plus tôt, mais qui indique que Ségolène Royal est en grande difficulté dans cette circonscription face à Olivier Falorni. Il est en tête, en tout cas dans le sondage de l'IFOP pour Sud-Ouest, si je ne m'abuse. D'abord, une question, parce que évidemment, ce meeting, on va le suivre, on va l'écouter, on va s'intéresser aux alliances, aux mains tendues avec le Parti communiste, à la question du groupe écologiste. Mais est-ce que, et c'est une question un peu douloureuse, est-ce que cette question du tweet, de la polémique que ça entraîne, peut modifier le vote des Français dimanche ? Judith Vintraube. C'est le grand mystère. C'est quand même une faute lourde et il n'y en a pas eu depuis que François Hollande a été élu. Il était totalement dans le contrôle, la maîtrise de lui-même et des autres. Il avait réussi à éviter à peu près, à la petite fausse note de Cécile Dufaux, près sur le cannabis. Il avait réussi à éviter en tout cas les sorties de route. Et là, bam, un truc énorme qui provoque une interrogation sur sa capacité à maîtriser ce qui est le plus proche de lui. Sans faire d'humour, c'est une sortie de route de sa passagère, hein, parce que François Hollande est au volant, il conduit plutôt sur du bon côté. Mais c'est la passagère. Il faut savoir qui est à la place du mort. C'est ça, d'accord, les gens je vous rappelle que le conducteur est responsable. Il est responsable, d'accord. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est qu'on pourrait considérer que c'est une espèce de bulle médiatique et tout. Non, ça descend très profondément dans la société française. Je veux dire, ça s'est répandu partout. Moi, j'ai un peu vérifié ça. Ça va bien au-delà de nos petits cercles journalistiques parisiens et médiatiques. On ne parle que ça aujourd'hui, on ne parle que de ça. Allez dans les bistrots, écoutez, dans le métro. Les gens ne parlent que de ça. C'est la preuve que ça a sidéré les gens. Parce que ça renvoie à quelque chose dont on pensait que c'était terminé. La vie privée dans la vie politique. Je relativiserai un peu les propos de Denis Jambard. Certes, tout le monde parle de ça. On en parle. Alors, il n'y a pas eu d'enquête, mais certes, tout le monde en parle. Ça a sidéré les gens. Mais je doute qu'une affaire aurait des conséquences sur le rapport de force électorale. L'idée de dire cette affaire, on ne sait pas. On l'a pas dit. Cette affaire pourrait être une sorte de TVA. Vous le dites, ça a été dit. Pour être une sorte de TVA. Vous ne l'avez pas dit. J'ai bien entendu. Mais il a nuancé. Je nuance le fait. Je réponds à la question d'Arnaud sur le fait est-ce que ça aura des conséquences politiques sur le résultat de dimanche, qui était votre question. Je dis non, absolument pas. Ce n'est pas une affaire comme celle de la TVA sociale, qui était une affaire qui concernait les Français. On ne sait pas si c'est la TVA sociale qui a modifié les choses. Il y a quand même eu des choses. Le rapport de force de premier tour, on a vu quelque chose qui était rare, une élection de second tour qui a nuancé, corrigé un petit peu un rapport de force de premier tour. Je pense personnellement qu'il n'y aura pas d'impact sur les résultats de dimanche, mais c'est vrai, et là je vous rejoins, cela questionne, cela interpelle, c'est un accroc à la présidence normale, et ça peut avoir des conséquences politiques sur l'image de François Hollande, même s'il est vraiment trop tôt pour le dire. Moi quand même, je voudrais rajouter quelque chose. Supposons qu'il y ait une petite modification de rapport de force dans certaines circonscriptions, et que dimanche, 10 circonscriptions du Parti Socialiste, qui statistiquement étaient gagnées par le PS, ne le soient pas, vous verrez, et peu importe que ça soit ça ou pas,
quelle sera l'interprétation qui sera donnée. Il y aura une bataille, bien sûr, des interprétations, mais il est difficile. Il est difficile pour les candidats. Il est plus difficile. Avant qu'on découvre Martine Aubry en double fenêtrage, si c'est possible, dites-nous concrètement, tout le monde parle de ça, ça n'aura pas d'incidence sur le vote. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je reprends ce que dit Frédéric Dabi. Oui, tout le monde en parle. Non, mais on nous a fait un procès d'intention. Voilà. Je suis très courageux parce que d'habitude les sondeurs se retranchent derrière leurs enquêtes en disant que précisément ce ne sont pas des projections, mais juste des photographies de la situation telle qu'elle est à l'instant T. Bon, il sort de la règle, très bien, bravo. Moi, je m'en garderai. J'ai envie de vous dire. Mais là où Denis a raison, c'est que de la même façon que pour la TVA sociale, l'explication, enfin la responsabilité de la TVA sociale dans la perte d'une soixantaine de sièges a été fabriquée a posteriori. Les candidats PS sur le terrain en 2007 ont vraiment martelé les derniers jours de campagne et j'en ai vu sur la TVA sociale. J'imagine plus difficilement des candidats UMP sur le terrain être dans un combat PS-UMP, UMP-PS, FN en utilisant cette affaire du tweet, même si elle a marqué. Je m'adresse à Julie Zintrobe et à Denis Jean-Bart parce que Frédéric Dabi, vous êtes un petit nouveau sur ces émissions spéciales élections législatives. C'est un peu notre dernière séance ce soir. On va vivre ce meeting comme vous avez pu les suivre à chaque fois en direct sur notre chaîne. Et puis évidemment, nous pourrons débattre, décortiquer, analyser. Je reste persuadé que ce soir, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault au Zénith à Paris vont ne pas manquer, ne pas évoquer cette question des tweets qui était, j'imagine, au cœur à la tribune. Regardez, voilà, c'est la fin. Voilà, vous le découvrez sur ces images au Zénith. Et dans quelques secondes, eh bien, Martine Aubry va arriver sur scène. Voilà, on découvre ce responsable de fédération, puis Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste, qui arrive. Le Zénith est bien rempli, une vise, et elle va évidemment s'exprimer. Et vous allez pouvoir vivre ce meeting en direct. On écoute Martine Aubry, puis on se retrouve tous les trois dans quelques minutes. On ne sait pas combien exactement. On l'écoute. Voilà, mes chers amis. D'abord, Monsieur le Premier ministre, mon cher Jean-Marc, nous sommes à notre 3e meeting en commun. Et je crois que, main dans la main, cela montre combien il ne manquera pas une voix, un socialiste, un allié du Parti socialiste, un partenaire de gauche pour faire gagner nos candidats dimanche prochain. Je voudrais saluer tous les membres du gouvernement qui sont là, saluer tous les élus, présidents de région bien évidemment, saluer tous les membres du Parti socialiste, derrière Harlem Désir, Guillaume Bachelet, David Assouline que je vois là, saluer tous nos candidats. Et puis saluer, bien sûr, c'est essentiel, les militants, les sympathisants, nos partenaires de la gauche qui sont là avec nous ce soir. Alors, nous avons vécu un très beau jour, un très grand bonheur, le 6 mai. Il faut absolument en vivre un autre, le 17 juin, dimanche prochain. Il reste 4 jours. 4 jours dans lesquels nous devons être comme ce soir, mais être aussi sur le terrain. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons tous. Parce que les Français attendent ce changement, ils nous le disent à tous les instants. Le redressement de la France, la justice remise partout, le rassemblement. Et ce qui se passe à droite aujourd'hui nous montre bien comment la violence des mots, la violence des attitudes va à l'encontre de l'apaisement que le président de la République souhaite pour notre pays. Cela fait tant d'années que nous travaillons pour avoir enfin à la fois l'honneur et la responsabilité de prendre en main les destinées de notre pays. Et je voudrais dire d'ailleurs, bien sûr, nous avons vécu des échecs, personnellement ou collectivement. Mais je voudrais dire aussi, et Bertrand l'a rappelé pour Paris, combien nous avons gagné, succès après succès, les moyens, effectivement, de faire en sorte qu'un président de la République socialiste et de gauche arrive au pouvoir comme le 6 mai dernier. Et une de ces étapes, mon cher Bertrand, cela a été ta victoire, ici, à Paris, en 2001. Quel bonheur pour nous tous, car dans le fond, chaque Français a Paris dans le cœur et chaque Français a apprécié que tu rendes l'honneur à Paris comme tu l'as fait. Mais aussi,
avec tes équipes que je salue, tu as redonné des couleurs aux Parisiens et aux Parisiennes, tu as changé leur vie, tu leur as rappelé que Paris était une ville comme les autres, où l'on pouvait vivre, quelles que soient les catégories sociales, quelles que soient les cultures, quel que soit l'âge. C'est tout cela qui a été fait. Et je pense que c'est pour cela aussi que les résultats que tu as rappelés tout à l'heure, pour la gauche, pour le Parti socialiste et pour nos alliés, sont ceux que tu as dit. Oui, peu à peu, Paris redevient une ville où tout le monde peut vivre. Une ville qui, bien sûr, continuera à rayonner, la plus belle ville du monde. Je le dis ici parce que si je ne le dis pas, Bertrand ensuite me fait la tête pendant 48 heures. Mais en plus, je le pense. Alors je le dis très ou plus que ça, me dit-il. Alors je veux l'éviter. Mais en plus, je le pense et je pense que dans le monde, il y a tant et tant de personnes qui pensent la même chose que moi. Et derrière ce travail, je salue tous les élus. Je suis, comme vous tous, sur le terrain toute la journée, parcourant la France. Et je vois combien nos élus sont derrière nos candidats et combien leur travail quotidien apporte effectivement de la crédibilité à tous ceux qui se présentent pour dire « nous allons effectivement changer la France ». Je suis aussi très heureuse, mais c'est vrai, on a parlé des maires, mon cher Bertrand, très heureuse que le Premier ministre soit un maire, le grand maire de Nantes. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Bertrand, je l'ai dit à Nantes, devant les siens, parce que quelle fierté quand même pour les Nantais, il faut le dire. Mais ce n'est pas étonnant quand on voit le développement économique, le développement urbain, le développement culturel qui me tient tant à cœur, et puis aussi cette façon de faire de la politique, où à la fois on sait où on va et en même temps on est capable d'écouter, de dialoguer, de comprendre, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Tout cela, c'est ce qu'a apporté Jean-Marc Ayrault dans cette belle ville de Nantes, c'est ce qu'il a apporté aussi au groupe socialiste, où il a travaillé sur tous les sujets, sur tous les problèmes de la France. Mais comme il est maire, quand il pense à un sujet, il ne dit pas c'est un dossier, il pense à tel homme, à telle femme qu'il a en tête. Voilà, et je crois que c'est cela aussi qui change. Tenir la proximité et être capable de porter haut les réponses qui sont les nôtres. Voilà ce qu'est Jean-Marc Ayrault et voilà pourquoi on est fiers qu'il soit aujourd'hui le Premier ministre de la France. Alors, c'est vrai qu'en quelques jours, tu as su conquérir la confiance des Français. Nous, ça ne nous a pas étonnés, mais parfois la presse s'étonne. Eh bien oui, ils apprennent à connaître Jean-Marc Ayrault et il faut dire que le temps était compté, il fallait aller vite, notre pays allait mal et on ne peut pas dire que le gouvernement ait perdu son temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Moins d'un mois après sa nomination, je les ai comptés, déjà 10 des 60 engagements de François Hollande sont déjà tenus. Il fallait de l'exemplarité dès le gouvernement que tu as mis en place. Parité, code de déontologie, réduction des salaires, voilà, c'était fait. Il fallait de la justice. Et là, je crois qu'on peut dire que c'était ce qu'attendaient les Français, ce qu'ils attendaient. Et tout ce qui pouvait être fait par le gouvernement, par décret, a été véritablement fait. Tout d'abord, et je crois qu'il faut vraiment le saluer, car moi qui viens du Nord, je peux dire combien cela a été attendu, le décret sur les 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont leurs années de cotisation. Mais Laurent aussi peut dire la même chose en Seine-Maritime, dans nos départements industriels. L'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Alors la droite dit c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose pour eux, pour leurs amis, 70 à 80 € par enfant qui vont être payés dès la fin août, c'est-à-dire au moment où on en a besoin pour la rentrée scolaire. Si, c'est beaucoup et c'est financé comme toutes les mesures qui ont été prises. Le recrutement de 1000 enseignants et de policiers qui, dès la rentrée, seront là pour préparer la reconquête effectivement des services publics et notamment de la priorité donnée par le président de la République à la jeunesse. Cela aussi, ce sera fait dès la rentrée. Et puis, je regarde chaque Conseil des ministres, même si je sais un peu avant ce qui va se passer. Et encore ce matin, eh bien, 2 textes ont été au menu, si je puis dire, du Conseil des ministres, toujours sur la justice. Le plafonnement des salaires des patrons des grandes entreprises, c'est évidemment important. Et la loi contre le harcèlement sexuel qui avait été annulée par le Conseil constitutionnel. Bertrand l'a dit, mais vous savez, le président de la République et le Premier ministre ne vont pas simplement
faire en sorte de redresser la France, et Dieu sait si c'est important, de redresser les finances publiques, de réduire la dette, relancer la croissance pour l'emploi. Ils vont évidemment remettre la justice partout, mais ils vont aussi redonner un sens au progrès. Bertrand en a donné des exemples. La loi sur la parité, la loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Depuis le temps que je dis que ce n'est pas à l'État de dire qui on doit aimer, mais permettre à chacun d'aimer qui il veut et de le faire dans les meilleures conditions. J'en suis effectivement très heureuse. C'est cela le progrès, comme la loi sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Et oui, nous en sommes fiers, car nous sommes contre les communautarismes. Nous voulons la reconnaissance de la citoyenneté dans nos villes pour tous ceux qui y vivent et qui y respectent les lois. Alors je crois qu'il faut effectivement saluer déjà le travail mené par tous les ministres que je salue et qui sont ici. C'est un travail formidable et qui en plus, et ça nous a changé, a été fait dans le dialogue avec les syndicats, avec les associations, avec les chefs d'entreprise, avec les représentants. Chacun dans son domaine est en train de préparer le redressement et le changement dans la justice avec tous ceux que l'on a besoin de mobiliser pour pouvoir effectivement changer la France. Quand même, plus on y pense, quelle horreur quand même pour un président de la République d'avoir dit que les corps intermédiaires étaient gênants. Quand on voit ce qu'apportent les syndicats, que Jean-Marc a déjà, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi, il va falloir qu'on s'y habitue, a déjà reçu à plusieurs reprises pour préparer la grande conférence sociale. Quand on voit ce qu'apportent, et tous les jours nous le voyons, les associations sur le terrain, avec tous ces bénévoles qui apportent leur expérience, leur sens de la solidarité, comment a-t-on pu traiter ainsi les corps intermédiaires? Aujourd'hui, ils sont respectés au gouvernement. Alors, un air souffle, un air léger, disent certains, souffle sur notre pays. Mais il souffle aussi, excusez-moi, mais les fins de campagne sont toujours un peu difficiles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on perd tous un peu notre voix. Et cet air nouveau souffle aussi sur la scène internationale. Je crois que l'on peut dire les choses là aussi. Moins d'un mois, et pourtant, la France est à nouveau écoutée et respectée dans le monde et en Europe. Et c'est ainsi que nous sommes au cœur des propositions sur lesquelles on débat, alors que nous courions derrière les libéraux qui prônaient, par exemple, l'austérité. Moi, je suis fière de mon pays et du président de la République. Quand la France réussit au G8, comme dans le Conseil informel qui prépare le sommet européen, à remettre la croissance et l'emploi au cœur vraiment des projets des pays industrialisés. Je suis fière aussi de notre pays et de son président lorsqu'il retire ses troupes d'Afghanistan et lorsqu'il montre une voie vers une solution civile et diplomatique qui était tant entendue. Je suis fière aussi d'entendre enfin la voix de la France sur la Syrie, cette voix qui s'était tue lors du printemps arabe, cette voix qu'il a fallu attendre dans beaucoup de cas sur la Syrie. Je salue Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit avec force ce que personne n'avait dit dans le précédent gouvernement, que Bachar el-Assad était un assassin, qu'il massacrait son peuple, qu'il fallait saisir la Cour pénale internationale et accentuer les sanctions. Et derrière, le président de la République qui a dit à M. Poutine qu'on ne pouvait pas accepter que la Russie empêche l'intervention de les organisations des Nations Unies. Voilà la France quand elle reprend des couleurs. On peut en être fiers, chers amis, et on peut le dire aussi. Alors, dans cette campagne que nous menons, il faut rappeler tout ça. Il faut redire aux Français que les choses changent, mais qu'il reste tellement de choses à faire. En face de nous, on a la droite, j'allais dire, du nini, puisque c'est leur mode actuellement. Ni projet, ni valeur. Le projet de l'UMP, vous le cherchez, nous ne le trouvons pas. Vous remarquez d'ailleurs, partout où nous allons, encore ce matin où j'étais dans le Val d'Oise, je voudrais d'ailleurs les saluer, il y a un député aujourd'hui. Eh bien, il y en a 8 qui ont viré en tête, 8 sur 10, lors dimanche dernier. Combien en aura-t-on? En tout cas, un multiple assez important, me semble-t-il, de ce député que nous avons aujourd'hui. Voilà ce qui se passe dans la région parisienne. Eh bien, j'ai cherché, là aussi, en regardant les affiches, j'ai cherché le SIG de l'UMP, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché aussi
Leur projet, je ne l'ai pas trouvé. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que finalement, le vrai projet pour les élections législatives de juin, c'est celui que les Français ont mis de côté en mai dernier. Et c'est cela qu'il faut rappeler aussi avant dimanche prochain. C'est quoi ce projet? Eh bien, c'est l'augmentation de la TVA quand nous voulons une réforme fiscale qui remet de la justice. C'est ces accords compétitivité-emploi qui ne sont que des accords que l'on voudrait faire signer aux syndicats pour réduire les salaires en leur faisant le chantage à l'emploi. Nous n'en voulons pas. C'est toujours moins de professeurs, c'est toujours moins de policiers. Ils n'osent plus le dire aujourd'hui. C'est toujours plus d'injustice et d'inégalité. Et avec eux, comme les cadeaux privilégiés continueront, eh bien, le redressement de la France et des finances publiques, ce ne serait pas pour demain, car je pense qu'ils ne seront pas là pour faire tout cela. Ils ne parlent pas de leur projet, on comprend pourquoi. Mais maintenant, en plus, ils sont en train d'abandonner leurs valeurs. C'est bien de quoi il s'agit aujourd'hui. Quand le comité politique de l'UMP, réuni en grand conclave, puisqu'ils avaient besoin de se réunir lundi après-midi, pour dire finalement qu'ils ne voulaient pas choisir entre le Parti socialiste et le Front national. Ni Front national, ni Front républicain, c'est une équivalence coupable à laquelle les dirigeants de l'UMP se sont livrés lundi après-midi. Mais on n'en est pas resté là et certains sont allés plus loin. Je pense à ceux qui utilisent maintenant Minute comme journal officiel. La dernière en date, Madame Morano, j'y serai vendredi pour soutenir notre candidat parce que vraiment, dès dimanche soir, elle a dit qu'elle avait les mêmes valeurs que le Front national. Je ne parle pas des électeurs, je parle du Front national et des thèses qui, pour nous, ne sont pas compatibles avec celles de la République. Et d'autres encore se sont livrés à des petits arrangements de désistement réciproque entre dirigeants, entre le Front national et l'UMP. Je voudrais dire à tous, y compris d'ailleurs à certains électeurs du Front national, qui ne votent pas pour les thèses de celui-ci, mais qui se sentent aujourd'hui oubliés et abandonnés. Ne vous leurrez pas. L'UMP ne veut que votre voix. Et elle ne veut pas régler vos problèmes. Elle ne les a jamais réglés. Et ce n'est pas demain qu'elle les réglera. Ni le chômage, ni la pauvreté, ni l'échec scolaire de vos enfants, ni l'insécurité. Elle se moque de vos problèmes. Elle veut vos voix. Alors réfléchissez pour savoir où est l'avenir. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Et quand je vois cette attitude aujourd'hui de la droite, je me dis que beaucoup, Bertrand l'a dit, doivent être malheureux. Ceux qui restent encore et qui pensent que le gaullisme était effectivement compatible, non seulement compatible avec la France, mais portait haut un certain nombre de valeurs de la France. Les démocrates, et puis tout simplement aujourd'hui les républicains, ceux qui pensent que la France doit apporter à chacun de ses enfants les mêmes moyens d'accéder à l'éducation, à la santé, au logement, eh bien ceux-là ne peuvent pas comprendre qu'on lance la main vers le Front national. Alors je voudrais dire à tous ces Français qui se sentent abandonnés, certains se sont abstenus d'ailleurs, que la réponse à leurs problèmes, ce n'est jamais la droite qui leur apporteront, c'est le président de la République qui l'apporte, en remettant au cœur de tout, il l'a dit depuis le Bourget, l'égalité, les valeurs de la République. C'est comme cela qu'on arrivera à remettre ces hommes et ces femmes au cœur même de la République, et c'est cela qu'ils demandent. La promesse républicaine, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat comme priorité. C'est l'accès aux droits, à tous les droits, pour tous et dans tous les territoires. Ce n'est pas, vous le savez, en sortant de l'euro, ni même en portant des politiques d'austérité qu'on réglera les problèmes des Français. C'est en portant haut, comme le fait François Hollande, la nécessité de la croissance et de l'emploi et d'un juste échange et des règles de réciprocité aux frontières de l'Europe. Voilà ce qu'il faut défendre et il faut leur dire à tous ceux qui se sont égarés, revenez dans la République, il y a place pour vous, nous nous battons pour vous, la gauche se bat pour vous, le président de la République se bat pour vous. Alors oui, il faut vraiment que dimanche prochain, les millions de voix qui se sont portées sur François Hollande au deuxième tour de la présidentielle le 6 mai
reviennent pour dire nous voulons amplifier le résultat du premier tour et nous voulons surtout, après cet acte de confiance qui a été donné au président de la République, lui donner les moyens d'aller jusqu'au bout pendant son quinquennat de ce redressement de la justice et d'une voix de la France qui continuera à porter dans le monde. Pendant ce temps-là, en préférant le court terme de ses calculs électoraux au long terme de ses idéaux, en décidant finalement de ne pas choisir, en disant ni front républicain, ni front national. L'UMP, je vous le dis, ne récoltera dimanche prochain qu'un et la défaite et le déshonneur. Et nous défendrons, nous, la République, car nous en sommes aujourd'hui les défenseurs et peut-être parfois les derniers défenseurs. Alors, amplifions le résultat de dimanche dernier. Saluons la confiance que le président de la République et le Premier ministre ont déjà acquis auprès des Français. Ils savent bien que la situation n'est pas facile, mais ils ont compris très vite que la justice serait là, qu'un grand souffle démocratique viendrait pour accompagner les réformes nécessaires. Et puis, il nous faut encore et encore mobiliser pour dire à chacun c'est important que votre voix soit là pour donner le plus de poids possible à la majorité présidentielle. Moi, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires de la gauche, les remercier excessivement chaleureusement. Vous savez, finalement, à 2 exceptions près, sur 577 circonscriptions, en quelques heures lundi, tout le monde s'est désisté, tout le monde est rentré dans l'ordre pour aller soutenir celui qui était le mieux placé. On n'a plus regardé s'il s'appelait Europe Écologie Les Verts, socialistes, citoyens, radicaux, front de gauche. On est allé soutenir le candidat de gauche choisi démocratiquement par les Français. C'est cela la gauche rassemblée. C'est celle-là qui va gagner. Vous le savez, j'aime l'unité, j'aime le rassemblement. J'aime la gauche, je n'ai pas toujours aimé l'idée de gauche plurielle, j'aime la gauche solidaire, solidaire sur ses valeurs, solidaire quand ça ne va pas, solidaire aussi pour engranger le progrès. Eh bien lundi, mes chers amis, la gauche, avec l'ensemble des alliés qui sont, et nous sommes aussi les alliés de nos partenaires, nous avons donné un beau signe de démocratie et je m'en félicite. C'est pour cela qu'il faut dire que ces hommes et ces femmes, nos candidats, qui se présentent, beaucoup de femmes du Parti socialiste. Bertrand a eu raison de le dire, on rencontre beaucoup plus d'hommes de l'autre côté, j'ose plus les appeler UMP, il paraît que ça les vexe, donc de l'autre côté, à droite ou à l'extrême droite. Mais quand je vois ces jeunes femmes qui se battent aujourd'hui sur le terrain, Charlotte, auprès de laquelle j'étais, Charlotte Brun, qui a fait un score extraordinaire ce matin dans une difficile circonscription du Val d'Oise. J'ai vu comment elle était appréciée. J'ai vu comment elle était capable d'apporter à la fois la force de ses engagements que nous connaissons bien, mais aussi la proximité, et puis l'humanité, la chaleur. On en a tellement besoin dans ce pays. Alors, il nous faut rassembler tous ces femmes et tous ces hommes autour de nos candidats pour faire la réforme fiscale, pour dès la rentrée, mettre en place les contrats de génération et les contrats d'avenir pour que l'emploi de nos jeunes soit au cœur de l'automne prochain, pour faire une nouvelle étape de décentralisation, pour que là aussi la démocratie marche, pour faire les changements dans les institutions dont Bertrand a parlé. Et puis je voudrais dire, quand on voit ce qui se passe à droite, qu'au-delà de ceux qui sont venus voter pour François Hollande, que nous voulons retrouver dimanche prochain, il faut aussi que les démocrates, les républicains, ceux qui n'acceptent pas finalement que soient bafouées les valeurs de la République viennent. Et certains me le disent et vous le disent sans doute. Je n'ai pas voté à gauche, jamais. Mais là, notre pays va mal. Notre pays va mal et il faut donner toute sa chance à François Hollande qui a pris déjà un bon chemin pour redresser la tête et pour que nous soyons à nouveau fiers de notre pays et des valeurs qu'il porte en son sein comme au-delà de ses frontières. Alors oui, soyons ouverts à tout cela, car dimanche prochain, ce ne sera pas la victoire d'un clan. Ce sera la victoire de la République, des valeurs de la gauche, ce sera la victoire de la solidarité, ce sera une France rassemblée, apaisée par rapport à la violence que porte encore aujourd'hui la droite et l'extrême droite. Voilà pourquoi il faut les accueillir auprès de nos candidats. Voilà, chers camarades, il reste quelques heures, nous le disons toujours,
mais il faut continuer à y aller, car dimanche prochain, ce sera pour nous tous un grand bonheur. Individuel, bien sûr, mais surtout collectif, toujours collectif. Un grand bonheur pour notre pays, un grand bonheur pour ceux qui souffrent et qui pensaient, parce que Sarkozy leur disait cela, que le progrès n'était plus possible en période de crise. Eh bien oui, nous redresserons la France, mais nous n'oublions pas que l'essentiel, c'est de remettre la justice partout et de porter notre pays au-delà des frontières. Jamais dans l'histoire, la France n'a été aussi bien, aussi en forme, et les Français aussi heureux que lorsque nous avons été capables de porter des valeurs de solidarité, de paix au-delà de nos frontières. Eh bien, vous verrez, on va retrouver aussi ce pays-là avec François Hollande. Alors, vive la République et vive la France. Voilà, c'était le discours de Martine Aubry en direct du Zénith de Paris. Et vous allez découvrir dans quelques instants Jean-Marc Ayrault qui va rejoindre la scène. Elle en a longuement parlé de Jean-Marc Ayrault au début de ce meeting, presque 5 minutes pour vanter les qualités du Premier ministre. On a vraiment noté évidemment la manière dont elle s'est exprimée sur les qualités de Jean-Marc Ayrault. Le Zénith est plein et vous allez découvrir dans quelques secondes Jean-Marc Ayrault qui va rejoindre la scène. Pas d'allusion directe prononcée à propos de ce fameux tweet. Il a été question de cette gauche plurielle dont Martine Aubry dit qu'elle n'aime pas spécialement ce terme gauche plurielle. Elle a parlé de ses alliés, mais pas un mot ce soir, en tout cas du côté de Martine Aubry concernant ce tweet et concernant cette polémique, ce début de polémique concernant ce tweet. Jean-Marc Ayrault, c'est le Premier ministre, il rejoint la tribune et vous l'écoutez sur la chaîne parlementaire. Chers amis, merci. Merci d'être là, merci d'être si nombreux, surtout si chaleureux, si mobilisés jusqu'au bout, parce que mobilisés, vous l'avez été, vous vous rendez compte. On a commencé par les primaires, après il y a eu l'élection présidentielle et 2 tours des élections législatives et vous êtes toujours là. Alors merci pour cette belle campagne. Merci, cher Bertrand. Merci, monsieur le maire de Paris, de nous accueillir dans ta ville, où les candidats de la majorité présidentielle ont obtenu des scores formidables, des scores inégalés, et dès le premier tour. Alors merci Paris, merci la gauche, merci les socialistes de Paris. Mais ce succès ne vient pas par hasard. Incontestablement, les candidats soutenus au premier tour par le Parti socialiste à Paris doivent beaucoup à l'action du maire de Paris, de son équipe, de sa majorité, parce que depuis 10 ans, les choses ont beaucoup changé à Paris et vous pouvez en être fiers, monsieur le maire et toute l'équipe municipale. Oui, parce que, comme Martine, comme Bertrand, un maire regarde toujours un peu les choses avec une attention particulière. Et c'est vrai que quand je regarde la politique menée en faveur du logement social, parce que ça ne s'était jamais produit avant, il faut bien le dire, vous avez des résultats formidables parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais aussi le rayonnement culturel, le développement de moyens de transport respectueux de l'environnement, la volonté de favoriser un modèle urbain fondé sur la mixité sociale et faire vivre aussi les valeurs universelles auxquelles les Français sont si attachés, eh bien, tout cela marque une action politique et convainc davantage d'électeurs peut-être hésitants qui n'avaient jamais cru que la gauche était capable de changer les choses ou qui peut-être se méfiaient de la gauche. Eh bien, vous avez convaincu parce que vous avez réussi. Eh bien, pour ça aussi, merci. Et puis, je le dis, au-delà du maire Bertrand Delanoë, avec qui nous avons discuté ces derniers jours, je le dis aux Parisiennes et aux Parisiens. Cette action qui est la vôtre à Paris, elle pourra désormais prendre appui, si les Français confirment leur vote dimanche prochain, sur l'action de tous les gouvernements. Et je remercie les nombreux ministres qui m'ont accompagné ce soir, et particulièrement les ministres femmes de Paris. Merci. Parce que quand même,
le temps où la ville de Paris, sous ta conduite, Bertrand, devait affronter l'hostilité du gouvernement, surmonter les embûches semées par le pouvoir en place qui, décidément, peut-être même pas les socialistes, mais ils n'avaient pas le droit de ne pas aimer Paris, eh bien ça, c'est fini. Eh bien, c'est ensemble que nous allons avancer, dans l'intérêt du pays et de sa capitale. Car nous voulons rassembler et faire converger les énergies, plutôt que diviser et faire prévaloir les intérêts partisans. Et le succès des candidats de la majorité présidentielle, il est manifeste aussi dans l'ensemble de la région Île-de-France. La bataille est bien engagée et nous allons gagner dimanche prochain de nombreux sièges, j'en suis convaincu. Merci à tous nos candidats, à toutes nos candidates de porter si haut nos couleurs dans une région qui concentre beaucoup des inégalités que nous voulons combattre, les inégalités territoriales et sociales, mais une région qui est aussi forte de son exceptionnel potentiel humain et économique. Et je salue ton action, Jean-Paul Huchon, et celle de tous les élus franciliens, et en particulier ceux qui sont présents ce soir. Je veux le dire ici à tous, nous allons entreprendre avec vous les grands chantiers pour lesquels nous sommes tellement attendus dans cette grande région, Île-de-France. Je pense bien sûr au chantier du logement, je pense au chantier des transports publics et de l'aménagement du territoire, je pense au chantier du développement durable et de la lutte contre la pollution. Je pense au chantier du développement économique de tous les territoires de l'Île-de-France, tant il y a de disparités et d'inégalités, en lien avec tous les élus de la région. C'est ensemble que nous allons construire un grand Paris performant, solidaire et écologique. Oui, alors, mobilisons-nous. Mobilisons-nous à Paris, comme en Île-de-France et bien sûr dans toute la France, pour faire gagner la majorité présidentielle. Et puis, l'objectif est clair, c'est pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, pour gouverner, une majorité large, une majorité forte, une majorité cohérente et solidaire. Alors Martine, je voudrais te remercier avec beaucoup d'amitié de mener le Parti socialiste avec autant de constance et autant de pugnacité à l'occasion de toutes les batailles, mais en particulier à l'occasion de celle des élections législatives. Merci pour ce que tu fais et ce que tu as fait. Oui, merci. C'est le 3e meeting que nous faisons ensemble, après Nantes, après Lille, et ce moment avec vous, les Parisiens, parce que nous avons une conviction, c'est que sans grande formation politique, eh bien la démocratie ne peut pas bien se porter. Et tu as engagé un chantier difficile, que tu as réussi, et qui se traduit notamment à l'occasion de cette élection législative, par autant de femmes que d'hommes candidats. C'est le chantier de la modernisation du parti. Je te remercie de l'avoir conduit avec autant de courage. Oui, nous avons besoin d'un parti socialiste fort, qui soit présent sur le terrain, mais qui soit aussi présent à l'Assemblée nationale. Et donc, cette victoire du 6 mai, c'est vous qui l'avez permise. Et puis, je voudrais saluer aussi nos alliés, nos amis écologistes, nos amis radicaux de gauche, nos amis du mouvement républicain et citoyen, ceux du Front de gauche, tous unis à l'occasion de ce second tour pour donner à l'Assemblée nationale une large majorité au président de la République. Oui, au-delà de nos choix différents de l'élection présidentielle ou aussi de l'élection législative au premier tour, nous donnons un signe fort au pays. Nous donnons un signe de rassemblement, un signe de confiance. Et nous avons besoin les uns des autres. Bien sûr, la feuille de route du gouvernement, ce sont les 60 propositions de François Hollande. C'est celle qui nous conduit dans notre action chaque jour. Les premières décisions, nous les connaissons. Vous les connaissez.
Mais nous avons besoin du concours de tous et les bonnes volontés de celles et ceux de toute la gauche et des écologistes qui voudront participer. Ils seront les bienvenus pour réussir le redressement de la France, tous ensemble, dans la justice. Oui, ce fut un grand moment de bonheur, le 6 mai, de voir s'afficher à la télévision à 20h le visage de notre nouveau président François Hollande. Il a mené une campagne formidable, mais il n'a jamais varié dans la cohérence de son message, la solidité, et c'est ça qui a fait, je crois aussi, son succès et qui est une garantie pour les Françaises et les Français, que les engagements que nous avons pris sont des engagements devant le pays et que nous avons le devoir de tenir, que nous avons déjà commencé à tenir et que nous tiendrons si dimanche prochain les Français nous donnent une majorité à l'Assemblée nationale. Les résultats du premier tour rendent possible cette victoire claire au second tour. Mais rien n'est joué, rien n'est jamais joué. Les élections législatives précédentes l'ont prouvé. De nombreux sièges peuvent se jouer à quelques dizaines de voix. Alors ne nous laissons pas distraire d'aucune façon. Encore un effort, vous avez chacun une tâche dès ce soir, demain jusqu'à dimanche, de mobiliser pour convaincre jusqu'à la dernière heure pour donner une majorité à l'Assemblée nationale. Mais nous avons de grands motifs de satisfaction depuis dimanche. La gauche obtient son meilleur score depuis les élections législatives de 1988, après la réélection de François Mitterrand. Et globalement, la gauche est largement en tête, loin devant l'UMP et ses alliés. Tous les ministres engagés dans la bataille des élections législatives, et dont certains, comme Laurent Fabius, que je félicite à nouveau, devraient être élus dimanche soir. Mes chers amis, nous ferons tout pour cela, et ça sera un bel engagement, ça sera aussi un bel acte de confiance des Français et des Françaises dès les premiers pas de notre gouvernement. Bon, moi-même, je me suis rendu disponible, puisque les électeurs de ma circonscription en Loire-Atlantique m'ont donné un peu de temps pour venir soutenir les candidats. J'étais hier dans les Hauts-de-Seine, demain j'irai dans la Sarthe, dans la Mayenne, dans le Maine-et-Loire et puis quand même un peu en Loire-Atlantique. Nous pouvons gagner des sièges partout. Les choses bougent. Je voyais encore hier dans les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est quand même le fief, un fief qu'on ne pouvait pas, soi-disant, atteindre. Eh bien là, la chape de plomb est en train d'exploser parce que les électeurs se sentent enfin libres de choisir le changement. Mais ne nous cachons pas certaines préoccupations. Je pense à l'abstention. Plus de 40% des électrices et des électeurs n'ont pas voté au premier tour. Et la proportion des abstentionnistes est encore plus forte parmi les jeunes et dans les milieux populaires. Et ce sont pourtant ces électeurs qui ont le plus grand intérêt au changement que nous voulons engager. Beaucoup ont sans doute pensé que l'essentiel était déjà fait avec la défaite de Nicolas Sarkozy et la victoire de François Hollande. Il faut donc expliquer sans relâche, jusqu'à dimanche, oui, je le dis à ceux qui sentent qu'ils ont déjà fait leur devoir, que nous avons besoin d'eux pour avoir la majorité et réussir avec eux le changement. Sans une majorité de députés de gauche, il faut leur dire qu'il n'y aura pas de gouvernement de gauche. Il n'y aura pas de contrat de génération. Il n'y aura pas de priorité à l'éducation. Il n'y aura pas de réorientation de la construction européenne. Il y aura un gouvernement de droite. Il y aura l'augmentation de la TVA annoncée par l'ancien président de la République. Il y aura le retour des cadeaux fiscaux pour les plus riches. Il y aura le retour au sommet de l'État des discours de division et de stigmatisation des plus fragiles. Alors ne laissons pas faire ça, mes chers amis. Je dis à ceux qui n'ont pas voté dimanche dernier, ne laissez personne décider à votre place. Venez voter le 17 juin pour les candidats de la majorité présidentielle. Je sais aussi qu'une grande partie de l'abstention
est liée à la défiance qui s'est installée à l'égard de la classe politique. Au cours de ces dernières années, il y a eu tant de promesses trahies, tant de démagogie, tant de déceptions. On peut comprendre aussi que nombre d'électeurs soient découragés et finissent par se détourner des urnes. Je veux leur dire que nous comprenons et que nous partageons avec le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger le rejet de ces pratiques politiques qui font tant de mal à la démocratie. Nous voulons rompre avec ces dérives qui ont entaché la période précédente. Et avec François Hollande, nous avons voulu que le nouveau gouvernement se place sur le terrain de l'exemplarité. Tous les ministres ont signé la charte de déontologie. Tous ont accepté la réduction de 30% de leur salaire et celle du président de la République. Pour la première fois, c'est un gouvernement entièrement paritaire, autant de femmes que d'hommes, et les responsabilités sont réparties à égalité entre les hommes et les femmes. Et nous irons plus loin sur la voie de la rénovation de notre démocratie si nous obtenons une majorité parlementaire. Nous ferons adopter, je pense en particulier à cette loi tant attendue par une écrasante majorité de Français du non-cumul des mandats. Les ministres s'appliquent déjà cette règle. Être député à plein temps, même si on peut rester élu local sans fonction exécutive, je sais, j'ai été longtemps président de groupe à l'Assemblée nationale, je parle du groupe socialiste, eh bien je sais particulièrement que ce que là se représente comme travail, comme exigence. Et je suis attaché à la qualité du travail parlementaire, conscient de l'investissement personnel que cela implique, des députés au travail, à l'écoute des Français, à l'écoute de ceux qu'ils élisent, qui travailleront davantage en équipe avec les élus locaux. C'est aussi une façon efficace de restaurer la confiance dans l'action politique. Parce que notre ambition, mes chers amis, c'est de restaurer la crédibilité de la parole politique. Et nous n'avons pas attendu les élections législatives pour agir, conformément aux engagements qui ont été pris dans la campagne présidentielle. Le rétablissement du ministère des droits des femmes, cher Najat, eh bien, engagement tenu. La possibilité pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt et très jeunes, souvent dans des métiers pénibles et qui ont leurs annuités 60 ans, engagement tenu. L'allocation de rentrée scolaire de 25% pour 5 millions d'enfants, engagement tenu. La création de 1000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale pour faire face aux situations d'urgence et aborder dans de meilleures conditions la rentrée prochaine, engagement tenu. Nous sommes des hommes et des femmes de parole. Donnez-nous maintenant la force nécessaire à la poursuite de notre action. Mais, chers amis, il y a un autre motif d'inquiétude. Et Martine et Bertrand, vous en avez parlé. C'est le score élevé de l'extrême droite. Certes en recul par rapport à l'élection présidentielle, mais en progression forte, très forte, par rapport au scrutin de 2007. Nous pensons que les thèses du Front National sont une menace pour les valeurs de la République, comme pour l'idée que nous nous faisons de notre pays. Nous sommes tous unis derrière notre candidat Philippe Kemel, qui fait face à Marine Le Pen, à Hénin Beaumont. Nous appelons dans cette circonscription, comme ailleurs, tous les républicains à se mobiliser. Dans les 9 circonscriptions où un candidat Front National est opposé dimanche prochain à un candidat UMP, nous appelons clairement à voter contre l'extrême droite et donc, quel que soit le courage nécessaire pour le faire, pour voter pour le candidat UMP. C'est notre conception de la République. Parce que nos convictions républicaines ne fluctuent pas en fonction de nos intérêts électoraux. Et vous l'avez rappelé tous les deux, le 21 avril 2002, de triste mémoire, nous avons appelé à faire barrage massivement à Jean-Marie Le Pen en assurant alors à Jacques Chirac une réélection à 82% au deuxième tour, alors que nous l'avions pourtant fortement combattu au premier tour. Alors que fait l'UMP? Ce comportement républicain
L'UMP refuse aujourd'hui de l'adopter en choisissant de ne pas appeler à voter contre l'extrême droite dans les circonscriptions où nos candidats font face au Front National, y compris dans le Pas-de-Calais. Sauf à Hénin-Beaumont, Martine, tu l'as dit, c'est une exception. L'UMP montre à quel point elle navigue aujourd'hui sans boussole. Où sont passées les valeurs du gaullisme? Quelle signification avait l'hommage rendu par l'ancien président de la République à Guy Môquet, ou les visites présidentielles sur le plateau des Glières, si le parti de l'ancien président fait aujourd'hui le choix de renvoyer dos à dos le Front National et le Parti socialiste? Cette politique de Tartuffe et d'hypocrite, ce refus de choisir, malgré quelques voix isolées et vite étouffées, c'est une faute grave. Il témoigne de la dérive de l'UMP vers des positions et des alliances de plus en plus extrémistes. Certains candidats de l'UMP ne cachent même plus leur préférence pour le Front National, comme à Arles où le candidat de l'UMP s'est désisté en faveur de l'extrême droite en espérant faire battre notre ami Michel Vauzel. Et c'est Nadine Morano qui proclame sans état d'âme ses valeurs communes avec l'extrême droite, qui alimente même peurs, les mêmes suspicions, brandit les mêmes anathèmes. C'est elle qui annonce le rassemblement le plus large possible dans lequel elle englobe l'extrême droite sans complexe. Voilà où nous en sommes, après tous les dérapages qui ont caractérisé le quinquennat de Nicolas Sarkozy et la campagne présidentielle, marquée par la droitisation du discours de l'ancien président. Souvenons-nous du débat douteux sur l'identité nationale. Souvenons-nous des discours incessants, stigmatisant les Français d'origine étrangère, de la volonté délibérée de susciter une peur de l'islam. Toutes ces dérives que nous avons dénoncées se traduisent aujourd'hui par le refus de l'UMP de faire barrage à l'extrême droite au mépris des positions traditionnelles des gaullistes, des humanistes et des démocrates chrétiens. L'UMP de 2012 a fait progressivement sauter toutes les digues, abaissé ses défenses immunitaires, ouvert ses ponts à un discours qui jusqu'alors s'était toujours heurté à l'intransigeance de ses dirigeants. Après une campagne de stigmatisation de l'autre, l'opposition entre les vrais et les faux travailleurs, la culpabilisation des chômeurs ont eu lieu de programme. C'est Marine Le Pen qui a obtenu un score historique pour son propre parti. L'UMP court derrière sans se rendre compte qu'elle se précipite dans la gueule du loup. Et le 14 juillet 2011, le très regretté Raymond Aubrac, haute figure de la résistance, lisait sur la place de la Bastille un texte intitulé « Non à la politique du pilori » dans lequel, visionnaire, il fustigeait le dévoiement de la République par la droite au pouvoir, et je vous lis cet extrait. « Aujourd'hui, chacun mesure la terrible responsabilité de ceux qui ont donné un label de respectabilité aux idées d'extrême droite, à la xénophobie, à la haine et au rejet de l'autre, de dérapages verbaux en pseudo-débat, de crispation identitaire en reculs sociaux. La voie a été grande ouverte à une crise démocratique encore plus grave que celle du 21 avril 2002. C'est ce que dénonçait avec force Raymond Aubrac. Eh bien, c'est avec ce triste héritage que nous avons rompu en portant François Hollande à la présidence de la République. C'est cette stratégie de la droite que les Français doivent sévèrement sanctionner dans les urnes le 17 juin, sans renoncer, là où c'est nécessaire, au vote républicain pour nos adversaires contre l'extrême droite. Et c'est notre honneur de républicains. Et nous ne transigeons pas avec l'honneur. Mais, mes chers amis, il y a une réponse à apporter aux électeurs du Front National, parce que je ne confonds pas le parti avec les citoyens qui sont tentés par ce vote. Je veux ce soir, à travers vous, m'adresser à eux. Je comprends la colère qu'expriment celles et ceux qui, progressivement, ont eu le sentiment d'être abandonnés par l'État,
alors que par leur travail, leur impôt, ils contribuent au bon fonctionnement de la collectivité. Je comprends souvent la colère de ceux qui voient les efforts consacrés aux villes métropoles et qui ne supportent plus les efforts imposés aux périphéries. Je comprends la colère de ceux qui subissent la fermeture des commissariats de police alors que la délinquance progresse, la fermeture des classes alors que la démographie augmente. Je comprends la colère de ceux qui protestent contre les transports publics dégradés et en particulier ici dans cette région, alors que ceux qui ont les trajets quotidiens les plus usants n'en peuvent plus et ne comprennent plus qu'on les laisse tomber. Mais je n'accepte pas que l'UMP, comme l'extrême droite, fasse porter la responsabilité de tous nos maux aux plus faibles pour mieux cacher l'irresponsabilité et le pouvoir des plus forts et des plus riches. Je dis à ces hommes et à ces femmes, à ces classes que l'on dit populaires ou moyennes, que nous voulons pour elles et pour eux mener une politique du logement qui leur permette de vivre dignement, que nous voulons avec les acteurs concernés mener une politique de l'emploi qui corrige les inégalités des territoires, que nous voulons redéployer les moyens de l'État là où les besoins sont prioritaires, que nous voulons donner les mêmes chances à leurs enfants pour une école de qualité, que nous voulons une politique des transports publics équilibrée qui ne sacrifie pas les transports régionaux et locaux au tout TGV. Je leur dis, vous demandez justice, vous obtiendrez la justice. Mais ne vous trompez pas de colère. On ne gagne rien dans l'exacerbation des tensions. Unissons plutôt nos forces pour relever le pays et répondre à la promesse républicaine en lui donnant tout son sens et surtout sa réalité. Ne vous laissez pas gagner par l'idée que nos frontières seraient ouvertes comme pour des régulations massives. Ne vous laissez pas berner par l'idée que notre nation serait en péril et notre identité menacée. La France est forte parce que la France est aussi une république laïque et elle le demeurera. Elle reconnaît toutes les religions, toutes les philosophies, mais n'accepte aucune qu'elle s'impose à tous. Voilà la vérité du combat républicain de la gauche, du président de la République et du gouvernement, et des socialistes et de la gauche. La vérité, chers compatriotes, c'est que vous réclamez l'égalité, parce que vous pensez, comme François Hollande dans son discours fondateur du Bourget, que chaque nation a une âme, et je le cite dans cette belle phrase, et que l'âme de la France, c'est l'égalité. Eh bien, vous revendiquez les mêmes chances, eh bien, justement, nous y sommes prêts. La France sort de 10 longues années de gouvernement de droite. Oui, disons-le franchement, la situation financière est difficile. Il nous faudra du temps, il nous faudra du courage, il nous faudra des efforts, mais vous savez désormais dans quelle direction nous voulons aller. Vous savez désormais quelle est notre ambition, celui du redressement du pays, mais dans la justice. Oui, le 17 juin, nous allons tourner la page, mettre en œuvre les 60 engagements de François Hollande. Nous ferons en sorte que la France reparte de l'avant et que nos concitoyens reprennent confiance, d'abord en eux-mêmes. Notre priorité, c'est le redressement de notre économie. Et fidèle à ses habitudes, la droite cherche à faire peur. Avec la gauche, ce sera la Grèce, ce sera l'Espagne, ce sera la faillite, ce sera le déclin. Mais au nom de quoi cette droite nous donnerait-elle des leçons? Faut-il lui rappeler à cette droite le bilan dramatique qui est le sien? Un taux de chômage record de 10% et des plans sociaux qui menacent à travers tout le pays. Faut-il lui rappeler la dette publique record qui a augmenté de 600 milliards en 5 ans? Faut-il lui rappeler le déficit commercial de 70 milliards d'euros? Faut-il lui rappeler une croissance atone et un projet de traité européen qui vise à renforcer à tout prix les politiques d'austérité? Eh bien, les Français se sont le 22 avril et le 6 mai dernier prononcés aussi pour sanctionner ce bilan de ceux qui se présentent aux élections législatives et qui voudraient bien qu'on l'oublie. Parce que les Français ont jugé
que le premier responsable de ce fiasco devait partir et qu'une autre politique devait être mise en œuvre. D'abord, une politique de lutte contre le chômage. Nous avons l'ambition de mener une politique industrielle active, car il n'y aura aucun recul durable du chômage, et notamment du chômage de longue durée, si notre appareil de production industrielle n'est pas à nouveau en mesure de créer des emplois, si nous ne développons pas des spécialisations nouvelles qui nous feront gagner en compétitivité. Oui, nous mettrons en place le contrat de génération, sur lequel François Hollande s'est fortement engagé. Il faut valoriser les embauches des jeunes dans les entreprises en les liant au maintien des seniors dans l'emploi. Car le taux d'activité des seniors, des plus jeunes, comme celui des plus de 55 ans, est un des taux les plus faibles dans notre pays par rapport au reste des pays européens. Et on ne résout rien en opposant certaines catégories de demandeurs d'emploi à d'autres ou en poussant vers la sortie des salariés dont l'expérience et le savoir-faire font la richesse des entreprises. Il n'y a rien à gagner, à opposer, à diviser, à cliver, mais il y a tout à gagner, à associer, à négocier et faire partager l'objectif de changement. Il faut en finir avec le mépris dont l'ancien président de la République et l'UMP ont fait preuve avec constance à l'égard des partenaires sociaux qui sont les garants de la démocratie sociale. Une grande conférence sociale aura lieu le 9 et le 10 juillet. Nous sommes en train de la préparer. Elle portera bien sûr sur l'emploi, sur les salaires, sur les conditions de vie au travail, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur l'avenir de notre système de santé et de retraite. Elle symbolisera le retour à une démocratie apaisée, où les corps intermédiaires ont leur rôle à jouer, où le président ne décide pas de tout seul, réduisant le Parlement, les syndicats, le patronat, les associations, les collectivités territoriales à de simples spectateurs de la volonté présidentielle, mais au contraire en étant eux aussi les acteurs du changement. Nous l'avons dit et nous le répétons. Il n'y aura pas de redressement durable de notre pays sans un système éducatif performant. Et là, les dégâts à réparer sont considérables. Les milliers de postes supprimés, les 80 000 postes, les professeurs qui ont été souvent raillés, démotivés, l'accentuation du déséquilibre entre les établissements en difficulté et les autres, des milliers de jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, 150 000 par an qui s'additionnent chaque année et sans qualification aucune. Voilà le triste bilan. Mais comment un pays peut-il créer de la confiance si on n'aide pas sa jeunesse à se former, à accéder au savoir, à accéder à la formation professionnelle, à l'exercice de la citoyenneté, à la culture? Comment prépare-t-on un pays à son avenir si on n'investit pas d'abord dans l'éducation et la formation? C'est ce que nous ferons. Alors on nous dit, mais comment ferez-vous? Oui, mais nous le disons aussi, nous nous engageons à la maîtrise des dépenses publiques. Eh bien, nous l'avons prouvé avec Lionel Jospin quand nous étions au pouvoir. Et la droite qui nous donne toujours des leçons, c'est quand bien elle qui a laissé filer ses déficits. Et cela, notamment, je dirais d'abord, avant tout, par les choix de politique fiscale. Rappelez-vous, c'était il y a 5 ans. Ils étaient avant le deuxième tour des législatives, mais préparaient déjà les mesures du mois de juillet, c'est-à-dire le bouclier fiscal, ces énormes cadeaux fiscaux qui ont créé de l'injustice et qui ont privé les finances publiques de recettes et qui ont affaibli la France, tout simplement. C'est leur héritage, c'est leur responsabilité. Nous rétablirons les moyens nécessaires au bon fonctionnement de nos établissements scolaires. Plus de professeurs, mieux formés, notamment dans les quartiers difficiles, plus d'adultes pour encadrer les jeunes, faire respecter la discipline, aider les élèves en difficulté et qui n'ont pas la chance de bénéficier de ce soutien dans leur famille, plus de médecins, plus d'infirmières scolaires pour prévenir avant d'avoir à guérir. Les services publics qui ont été tant abîmés, les fonctionnaires qui ont été tant humiliés, eh bien, ils sont nécessaires pour faire vivre la République sur l'ensemble du territoire national, garantir l'égalité d'accès des citoyennes et des citoyens aux services publics qui leur appartiennent. Car c'est quand les services publics reculent que souvent dans les quartiers ou les zones périurbaines ou rurales,
que le sentiment d'abandon s'installe. Eh bien, nous soutiendrons les services publics, nous en finirons avec la RGPP délétère, parce que même s'il y a des efforts à faire, nous ne coupons pas comme ça brutalement, nous regarderons d'abord l'utilité des missions de service public pour mettre en œuvre les priorités du président de la République. Chers amis, il est déjà un peu tard. Je ne vais pas détailler ici toutes les mesures des politiques que nous mettrons en œuvre. Nous demandons que les Français nous aident à le faire, nous fassent confiance, nous avons besoin d'eux. Mais je veux insister sur quelques priorités qui guideront notre action. Quelques principes d'abord. Le principe de justice, qui sera la base de la réforme de la justice fiscale que nous préparons. Parce qu'il faut équilibrer les efforts en mettant davantage à contribution ceux qui ont le plus, qui gagnent le plus, et faire en sorte aussi que le travail ne soit pas plus taxé que le capital. Le deuxième principe, c'est le principe de décence qui nous conduit à plafonner, et le Conseil des ministres a prononcé ce matin les revenus des dirigeants d'entreprises publiques à 20 fois le salaire le plus bas de chaque entreprise. Et notre action, c'est le troisième principe, sera guidée par le principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures, qui nous conduira notamment à engager la transition énergétique. C'est une responsabilité à l'égard de la planète qui sera rappelée à Rio +20 la semaine prochaine par le président de la République, mais qui sera aussi portée par sa voix au G20 au Mexique, qui sera aussi défendue à la fin du mois de juin au sommet européen, parce que pour nous, c'est la cohérence de le développer, un nouveau modèle de développement économique, créateur de centaines de milliers d'emplois, non seulement en France, en Europe et aussi dans le reste du monde, et je pense aux pays en voie de développement. Chers amis, vous connaissez mon engagement européen et celui du gouvernement et bien sûr celui du président de la République. Tous nos choix de politique économique et sociale s'inscrivent dans le cadre de cette construction européenne. Comme François Mitterrand, comme Jacques Delors, comme nos amis socialistes et sociodémocrates européens, et je pense au SPD, je viens de voir leur drapeau ici dans cette salle, nous les avons reçus tout à l'heure avec François Hollande et Laurent Fabius. Oui, nous sommes convaincus que l'Union européenne est notre avenir, mais nous continuerons plus que jamais de considérer le regroupement de pays démocratiques d'Europe comme un espace de paix et de progrès. Mais il faut aussi que les dirigeants européens entendent la voix des peuples, la voix du peuple grec, la voix du peuple espagnol, la voix du peuple français aussi, pour que de nouvelles orientations soient prises dans le sens de la croissance et du progrès social. Chers amis, quand François Hollande, au cours de la campagne présidentielle, a dit son intention de renégocier les traités en cours, c'est parce qu'il a cette conviction qu'il faut plus de croissance, qu'il faut sortir de cette domination des marchés qui chaque jour dictent leurs lois, ou mesure après mesure, parce que tout n'est pas suffisamment fort et clair, nous dépendons de ce qu'ils veulent nous imposer. Alors la droite pousse des hauts cris, cherchant à persuader les électeurs que la France serait isolée dans sa revendication. Nous ne sommes pas isolés. La question se pose à Madrid, même s'ils n'ont pas les mêmes bords politiques que nous, où nous avons fait les mêmes choix. La question se pose à Rome, elle se pose aussi à Berlin, elle se pose bien sûr dans tout le reste de l'Europe. Non, le message qu'a porté François Hollande dans la campagne présidentielle, il l'a porté, et plus la majorité sera forte dimanche prochain à l'Assemblée nationale, plus la voix de la France sera forte et plus la France retrouvera son rang. Nous sommes des Européens fiables, nous sommes des Européens convaincus, nous sommes des Européens responsables. Oui, nous disons oui à une maîtrise des comptes publics. Oui, nous disons oui à des mécanismes qui nous permettent de faire prévaloir la stabilité et la confiance dans le pays de l'Union. Mais nous disons oui à la croissance. Nous disons oui à la solidarité entre États européens. Nous disons non à une politique d'austérité généralisée que les peuples condamnent et qui les éloigne même de l'idée européenne et du rêve européen que les pères fondateurs ont porté après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça notre responsabilité, de redonner de la confiance. Chers amis, je termine pour vous dire que, vous l'entendez,
Vous en êtes conscients. Les défis qui nous attendent sont de taille, mais en même temps, ça vaut la peine. La tâche est exaltante. Les Français, dans leur grande majorité, aspirent au rassemblement et au changement. Je leur dis, même ceux qui n'ont pas voté pour François Hollande le 6 mai, ceux qui, bien sûr, feront d'autres choix aux élections législatives, mais les autres qui hésitent et qui hésitaient, je leur tends la main, je dis que nous aurons besoin de tous ceux qui veulent le redressement du pays dans la justice. Je leur dis aussi que dimanche prochain, si nous avons une large majorité, ce qui sera nécessaire pour le pays, c'est l'intérêt de la France, que ce ne sera pas la victoire d'un camp sur un autre. Et je sais que beaucoup de Français aspirent au rassemblement, ils aspirent aussi au changement. Ils ne veulent plus de cette division artificielle que la majorité sortante n'a eu cesse d'attiser et qui affaiblissent notre capacité à nous mobiliser et surtout à mobiliser les forces de la France. C'est ça le message que je voulais adresser ce soir aux Françaises et aux Français. Il nous reste 3 jours pour convaincre les indécis, celles et ceux qui n'attendent plus rien de l'action politique ou qui hésitent encore. Alors mobilisez-vous encore un peu plus pour les convaincre de venir voter. Le 17 juin, c'est notre responsabilité ici de donner toutes les chances au changement. Le 17 juin, chers amis, mais au-delà de vous-mêmes, les Françaises et les Français, donnez au changement toute votre force. Le 17 juin, ce sera avec vous, ce sera pour la France. Vive Paris, vive la République et vive la France! Voilà, vous venez de suivre ce meeting. Jean-Marc Ayrault qui vient de terminer, le Premier ministre de la France. Et puis vous avez entendu évidemment Martine Aubry. Vous allez redécouvrir évidemment des extraits, des moments forts